Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les 45, tome 1. Par Alexandre Dumas, Auguste Maquet. Chapitre 1, La porte Saint-Antoine. Etiam si omnes. Le 26 octobre de l'an 1585, les barrières de la porte Saint-Antoine se trouvaient encore, contre toutes les habitudes, fermées à 10h30 du matin. À 10h15, une garde de 20 Suisses, qu'on reconnaissait à leur uniforme pour être des Suisses des petits cantons, c'est-à-dire des meilleurs amis du roi Henri III, alors régnant, déboucha de la rue de la Mortellerie et s'avança vers la rue Saint-Antoine, qui s'ouvrit devant eux et se referma derrière eux. Une fois hors de cette porte, ils allèrent se ranger le long des haies, qui, à l'extérieur de la barrière, bordaient les enclos épars de chaque côté de la route, et par sa seule apparition, refoula bon nombre de paysans et de petits bourgeois venant de Montreuil, de Vincennes ou de Saint-Maur pour entrer en ville avant midi, entrée qu'ils n'avaient pu opérer la porte se trouvant fermée, comme nous l'avons dit. S'il est vrai que la foule amène naturellement le désordre avec elle, on eût pu croire que, par l'envoi de cette garde, Monsieur le Prévôt voulait prévenir le désordre qui pouvait avoir lieu à la porte Saint-Antoine. En effet, la foule était grande. Il arrivait par les 3 routes convergentes, et cela à chaque instant, des moines des couvents de la banlieue, des femmes assises de côté sur les bas de leurs ânes, des paysans dans des charrettes, lesquels venaient s'agglomérer à cette masse déjà considérable, que la fermeture inaccoutumée des portes arrêtait à la barrière, et tous, par leurs questions plus ou moins pressantes, formaient une espèce de rumeur faisant basse continue, tandis que parfois quelques voix, sortant du diapason général, montaient jusqu'à l'octave de la menace ou de la plainte. On pouvait encore remarquer, outre cette masse d'arrivants qui voulaient entrer dans la ville, quelques groupes particuliers, qui semblaient en être sortis. Ceux-là, au lieu de plonger leur regard dans Paris par les interstices des barrières, cela dévorait l'horizon, borné par le couvent des Jacobins, le prieuré de Vincennes et la Croix-Faubin, comme si, par quelqu'une de ces 3 routes formant éventail, il devait leur arriver quelque messie. Les derniers groupes ne ressemblaient pas mal aux tranquilles îlots qui s'élèvent au milieu de la Seine, tandis qu'autour d'eux, l'eau, en tourbillonnant et en se jouant, détache, soit une parcelle de gazon, soit quelques vieux troncs de saule qui finit par s'en aller en courant, après avoir hésité quelque temps sur les remous. Ces groupes, sur lesquels nous revenons avec insistance parce qu'ils méritent toute notre attention, étaient formés pour la plupart, par des bourgeois de Paris fort hermétiquement calfeutrés dans leurs chausses et leurs pourpoints, car nous avions oublié de le dire, le temps était froid, la bise agaçante, et de gros nuages, roulant près de terre, semblaient vouloir arracher aux arbres les dernières feuilles jaunissantes qui s'y balançaient encore tristement. 3 de ces bourgeois causaient ensemble, ou plutôt 2 causaient, et le 3e écoutait. Exprimons mieux notre pensée et disons, le 3e ne paraissait pas même écouter, tant était grande l'attention qu'il mettait à regarder vers Vincennes. Occupons-nous d'abord de ce dernier. C'était un homme qui devait être de haute taille lorsqu'il se tenait debout, mais en ce moment, ses longues jambes, dont il semblait ne savoir que faire lorsqu'il ne les employait pas à leur active destination, étaient repliés sous lui, tandis que ses bras, non moins longs proportionnellement que ses jambes, se croisaient sur son pourpoint. Adossé à la haie, convenablement étayé sur les buissons élastiques, il tenait avec une obstination qui ressemblait à la prudence d'un homme qui désire n'être point reconnu, son visage, caché derrière sa large main, risquant seulement un œil dont le regard perçant dardait entre le médium et l'annulaire, écarté à la distance strictement nécessaire pour le passage du rayon visuel. À côté de ce singulier personnage, un petit homme, grimpé sur une butte, causait avec un gros homme qui trébuchait à la pente de cette même butte, et se raccrochait à chaque trébuchement au bouton du pourpoint de son interlocuteur. C'étaient les 2 autres bourgeois, formant avec ce personnage assis, le nombre cabalistique 3, que nous avons annoncé dans un des paragraphes précédents.
Oui, maître Miton, disait le petit homme au gros. Oui, je le dis et je le répète, qu'il y aura 100 000 personnes autour de l'échafaud de Salcède, 100 000 au moins. Voyez, sans compter ceux qui sont déjà sur la place de Grève, ou qui se rendent à cette place des différents quartiers de Paris. Voyez que de gens ici, et ce n'est qu'une porte. Jugez donc, puisqu'en comptant bien, nous en trouverions 16 des portes. 100 000, c'est beaucoup, compère Friard, répondit le gros homme. Beaucoup, croyez-moi, suivront mon exemple, et n'iront pas voir écarteler ce malheureux Salcède, dans la crainte d'un Hourvari, et ils auront raison. Maître Miton, prenez garde, répondit le petit homme, vous parlez là comme un politique. Il n'y aura rien, absolument rien, je vous en réponds. Puis, voyant que son interlocuteur secouait la tête d'un air de doute. N'est-ce pas, monsieur ? Continua-t-il en se retournant vers l'homme aux longs bras et aux longues jambes, qui, au lieu de continuer à regarder du côté de Vincennes, venait, sans ôter sa main de dessus son visage, venait, disons-nous, de faire un quart de conversion, et de choisir la barrière pour point de mire de son attention. Plaît-il ? Demanda celui-ci, comme s'il n'eût entendu que l'interpellation qui lui était adressée, et non les paroles précédant cette interpellation, qui avaient été adressées au second bourgeois. Je dis qu'il n'y aura rien en grève, aujourd'hui. Je crois que vous vous trompez, et qu'il y aura l'écartèlement de Salcède, répondit tranquillement l'homme aux longs bras. Oui, sans doute, mais j'ajoute qu'il n'y aura aucun bruit à propos de cet écartèlement. Il y aura le bruit des coups de fouet, que l'on donnera aux chevaux. Vous ne m'entendez pas. Par bruit j'entends émeute. Or, je dis qu'il n'y aura aucune émeute en grève. S'il avait dû y avoir émeute, le roi n'aurait pas fait décorer une loge à l'hôtel de ville, pour assister au supplice avec les 2 reines, et une partie de la cour. Est-ce que les rois savent jamais, quand il doit y avoir des émeutes ? Dit en haussant les épaules, avec un air de souveraine pitié, l'homme aux longs bras et aux longues jambes. Oh ! Oh ! Fit maître Miton en se penchant à l'oreille de son interlocuteur. Voilà un homme qui parle d'un singulier ton. Le connaissez-vous, compère ? Non, répondit le petit homme. Eh bien, pourquoi lui parlez-vous donc alors ? Je lui parle pour lui parler. Et vous avez tort. Vous voyez bien qu'il n'est point d'un naturel causeur. Il me semble cependant, reprit le compère Friard assez haut pour être entendu de l'homme aux longs bras, qu'un des grands bonheurs de la vie est d'échanger sa pensée. Avec ceux qu'on connaît très bien, répondit maître Miton, mais non avec ceux que l'on ne connaît pas. Tous les hommes ne sont-ils pas frères ? Comme dit le curé de Saint-Leu, ajouta le compère Friard d'un ton persuasif. C'est-à-dire qu'il l'était primitivement, mais dans des temps comme les nôtres, la parenté s'est singulièrement relâchée, compère Friard. Causez donc avec moi, si vous tenez absolument à causer, et laissez cet étranger à ses préoccupations. C'est que je vous connais depuis longtemps, vous, comme vous dites, et je sais d'avance ce que vous me répondrez, tandis qu'au contraire peut-être cet inconnu aurait-il quelque chose de nouveau à me dire. Chut, il vous écoute. Tant mieux, s'il nous écoute, peut-être me répondra-t-il. Ainsi donc, monsieur, continua le compère Friard en se tournant vers l'inconnu, vous pensez qu'il y aura du bruit en grève ? Moi, je n'ai pas dit un mot de cela. Je ne prétends pas que vous l'ayez dit, continua Friard d'un ton qu'il essayait de rendre fin, je prétends que vous le pensez. Voilà tout. Et sur quoi appuyez-vous cette certitude ? Seriez-vous sorcier, monsieur Friard ? Tiens, il me connaît, s'écria le bourgeois au comble de l'étonnement, et d'où me connaît-il ? Ne vous ai-je pas nommé 2 ou 3 fois, compère ? Dit Miton, en haussant les épaules comme un homme honteux devant un étranger, du peu d'intelligence de son interlocuteur. Ah ! C'est vrai, reprit Friard, faisant un effort pour comprendre et comprenant, grâce à cet effort. C'est sur ma parole vrai, eh bien, puisqu'il me connaît, il va me répondre.
Eh bien, monsieur, continua-t-il en se retournant vers l'inconnu, je pense que vous pensez qu'il y aura du bruit en grève, attendu que si vous ne le pensiez pas vous y seriez, et qu'au contraire vous êtes ici. Ah! Ce aïe prouvait que le compère Friard avait atteint dans sa déduction les bornes les plus éloignées de sa logique et de son esprit. Mais vous, monsieur Friard, puisque vous pensez le contraire de ce que vous pensez que je pense, répondit l'inconnu, en appuyant sur mots prononcés déjà par son interrogateur et répétés par lui. Pourquoi n'y êtes-vous pas en grève? Il me semble cependant que le spectacle est assez réjouissant pour que les amis du roi s'y foulent. Après cela, peut-être me répondrez-vous que vous n'êtes pas des amis du roi, mais de ceux de Monsieur de Guise, et que vous attendez ici les Lorrains qui, dit-on, doivent faire invasion dans Paris pour délivrer Monsieur de Salcède. Non, monsieur, répondit vivement le petit homme, visiblement effrayé de ce que supposait l'inconnu. Non, monsieur, j'attends ma femme, mademoiselle Nicole Friard, qui est allée reporter 24 nappes au prieuré des Jacobins, ayant l'honneur d'être blanchisseuse particulière de don Modeste Gorenflot, abbé du dit prieuré des Jacobins. Mais pour en revenir au Hourvari dont parlait le compère Miton, et auquel je ne crois pas ni vous non plus, à ce que vous dites du moins. Compère, s'écria Miton, regardez donc ce qui se passe. Maître Friard suivit la direction indiquée par le doigt de son compagnon, et vit qu'outre les barrières dont la fermeture préoccupait déjà si sérieusement les esprits, on fermait encore la porte. Cette porte fermée, une partie des Suisses vint s'établir en avant du fossé. Comment, s'écria Friard pâlissant, ce n'est point assez de la barrière, et voilà qu'on ferme la porte maintenant. Eh bien, que vous disais-je? Répondit Miton, pâlissant à son tour. C'est drôle, n'est-ce pas? Fit l'inconnu en riant. Et en riant, il découvrit, entre la barbe de ses moustaches et celle de son menton, une double rangée de dents blanches et aiguës, qui paraissaient merveilleusement aiguisées par l'habitude de s'en servir au moins 4 fois par jour. À la vue de cette nouvelle précaution prise, un long murmure d'étonnement et quelques cris d'effroi s'élevèrent de la foule compacte, qui encombrait les abords de la barrière. « Faites faire le cercle !» cria la voix impérative d'un officier. La manœuvre fut opérée à l'instant même, mais non sans encombre. Les gens à cheval et les gens en charrette, forcés de rétrograder, écrasèrent çà et là quelques pieds, et enfoncèrent à droite et à gauche quelques côtes dans la foule. Les femmes criaient, les hommes juraient, ceux qui pouvaient fuir fuyaient en se renversant les uns sur les autres. Les Lorrains, cria une voix au milieu de tout ce tumulte. Le cri le plus terrible, emprunté au pâle vocabulaire de la peur, n'eût pas produit un effet plus prompt et plus décisif que ce cri. Les Lorrains. Eh bien, voyez-vous? S'écria Miton tremblant, les Lorrains, fuyons. Fuir, et où cela? Demanda Friard. Dans cet enclos, s'écria Miton en se déchirant les mains pour saisir les épines de cette haie, sur laquelle était moelleusement assis l'inconnu. Dans cet enclos, dit Friard, cela vous est plus aisé à dire qu'à faire, maître Miton. Je ne vois pas de trou pour entrer dans cet enclos, et vous n'avez pas la prétention de franchir cette haie, qui est plus haute que moi. Je tâcherai, dit Miton, je tâcherai. Et il fit de nouveaux efforts. Ah, prenez donc garde, ma bonne femme, cria Friard du ton de détresse d'un homme qui commence à perdre la tête. Votre âne me marche sur les talons. Ouf, monsieur le cavalier, faites donc attention, votre cheval va ruer. Tudieu, charretier, mon ami, vous me fourrez le brancard de votre charrette dans les côtes. Pendant que maître Miton se cramponnait aux branches de la haie pour passer par-dessus, et que le compère Friard cherchait vainement une ouverture pour se glisser par-dessous, l'inconnu s'était levé, avait purement et simplement ouvert le compas de ses longues jambes, et d'un simple mouvement, pareil à celui que fait un cavalier pour se mettre en selle, il avait enjambé la haie,
sans qu'une seule branche effleurât son haut de chausse. Maître Miton l'imita en déchirant le sien en 3 endroits, mais il n'en fut point ainsi du compère Friard, qui, ne pouvant passer ni par-dessous ni par-dessus, et de plus en plus menacé d'être écrasé par la foule, poussait des cris déchirants, lorsque l'inconnu allongea son grand bras, le saisit à la fois par sa fraise et par le collet de son pourpoint, et l'enlevant, le transporta de l'autre côté de la haie, avec la même facilité qu'il eût fait d'un enfant. Illustration, risquant seulement un œil, le regard perçant dardait entre le médium et l'annulaire. Page 2. Oh! Oh! S'écria Maître Miton, réjoui de ce spectacle et suivant des yeux l'ascension et la descente de son ami Maître Friard. Vous avez l'air de l'enseigne du grand Absalon. Ouf! S'écria Friard en touchant le sol, que j'ai l'air de tout ce que vous voudrez, me voilà de l'autre côté de la haie, et grâce à monsieur. Puis, se redressant pour regarder l'inconnu à la poitrine duquel il atteignait à peine. Ah! Monsieur, continua-t-il, que d'action de grâce! Monsieur, vous êtes un véritable Hercule, parole d'honneur, foi de Jean Friard. Votre nom, monsieur, le nom de mon sauveur, le nom de mon ami? Et le brave homme prononça en effet ce dernier mot, avec l'effusion d'un cœur profondément reconnaissant. Je m'appelle Briquet, monsieur, répondit l'inconnu, Robert Briquet, pour vous servir. Et vous m'avez déjà considérablement servi, monsieur Robert Briquet, j'ose le dire. Oh, ma femme vous bénira, mais à propos, ma pauvre femme, oh mon Dieu, elle va être étouffée dans cette foule. Ah, maudits Suisses, qui ne sont bons qu'à faire écraser les gens. Le compère Friard achevait à peine cette apostrophe, qu'il sentit tomber sur son épaule une main lourde comme celle d'une statue de pierre. Il se retourna pour voir quel était l'audacieux, qui prenait avec lui une pareille liberté. Cette main était celle d'un Suisse. « Foulez-vous qu'on vous assomme, mon bédit ami ?» dit le robuste soldat. « Ah, nous sommes cernés !» s'écria Friard. « Sauf qui peut !» ajouta Miton. Et tous deux, grâce à la haie franchie, ayant l'espace devant eux, gagnèrent le large, poursuivis par le regard railleur et le rire silencieux de l'homme aux longs bras et aux longues jambes qui, les ayant perdus de vue, s'approcha du Suisse, qu'on venait de placer là en vedette. « La main est bonne, compagnon, dit-il à ce qu'il paraît. Mais fouille, monsieur, pas mauvaise, pas mauvaise. Tant mieux, car c'est chose importante, surtout si les Lorrains venaient comme on le dit. Ils ne viennent bas. Non? Bas dit tout. D'où vient donc alors que l'on ferme cette porte? Je ne comprends pas. Fou bas besoin d'y gombrandre, répliqua le Suisse en riant aux éclats de sa plaisanterie. C'est très juste, mon camarade, très juste, dit Robert Briquet, merci. Et Robert Briquet s'éloigna du Suisse pour se rapprocher d'un autre groupe, tandis que le digne Helvétien, cessant de rire, murmurait. Bei Gott! Ich glaube es pote meiner. Was ist das für ein Mann, der sich erlaubt einen Schweizer seine königlichen Majestät Hochschularen. Ce qui, traduit en français, voulait dire. Vrai Dieu, je crois que c'est lui qui se moque de moi. Qu'est-ce que c'est donc que cet homme, qui ose se moquer d'un Suisse de sa majesté? Fin du chapitre. Chapitre 2. Ce qui se passait à l'extérieur de la porte Saint-Antoine. Un de ces groupes était formé d'un nombre considérable de citoyens surpris hors de la ville, par cette fermeture inattendue des portes. Ces citadins entouraient 4 ou 5 cavaliers d'une tournure fort martiale, et que la clôture de ces portes gênait fort, à ce qu'il paraît, car ils criaient de tous leurs poumons. La porte, la porte. Lesquels cris, répétés par tous les assistants avec des recrudescences d'emportement, occasionnaient dans ces moments-là un bruit d'enfer. Robert Briquet s'avança vers ce groupe, et se mit à crier plus haut qu'aucun de ceux qui le composaient. La porte, la porte. Il en résulta qu'un des cavaliers, charmé de cette puissance vocale, se retourna de son côté, le salua et lui dit « N'est-ce pas honteux, monsieur, qu'on ferme une porte de ville en plein jour,
comme si les Espagnols ou les Anglais assiégeaient Paris? Robert Briquet regarda avec attention celui qui lui adressait la parole, et qui était un homme de 40 à 45 ans. Cet homme, en outre, paraissait être le chef de 3 ou 4 autres cavaliers qui l'entouraient. Cet examen donna sans doute confiance à Robert Briquet, car aussitôt il s'inclina à son tour, et répondit. « Ah, monsieur, vous avez raison, 10 fois raison, 20 fois raison, mais, ajouta-t-il, sans être trop curieux, oserais-je vous demander quel motif vous soupçonnez à cette mesure? Pardieu, dit un assistant, la crainte qu'ils ont qu'on ne leur mange leur salcède. Cap de Biou, dit une voix tristement jaille. Robert Briquet se retourna du côté où venait cette voix dont l'accent lui indiquait un gascon renforcé, et il aperçut un jeune homme de 20 ou 25 ans, qui appuyait sa main sur la croupe du cheval de celui qui lui avait paru le chef des autres. Le jeune homme était nu-tête. Sans doute il avait perdu son chapeau dans la bagarre. Maître Briquet paraissait un observateur, mais, en général, ses observations étaient courtes. Aussi détourna-t-il rapidement son regard du gascon, qui sans doute lui parut sans importance, pour le ramener sur le cavalier. Mais dit-il, puisqu'on annonce que ce salcède appartient à monsieur de Guise, ce n'est déjà point un si mauvais ragoût. Bah, on dit cela? Reprit le gascon curieux, ouvrant de grandes oreilles. Oui, sans doute, on dit cela, répondit le cavalier en haussant les épaules. Mais par le temps qui court, on dit tant de sornettes. Ah ainsi, hasarda Briquet avec son œil interrogateur et son sourire narquois. Ainsi, vous croyez, monsieur, que Salcède n'est point monsieur de Guise? Non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, répondit le cavalier. Puis comme il vit que Robert Briquet, en se rapprochant de lui, faisait un mouvement qui voulait dire « Ah bah, et sur quoi appuyez-vous cette certitude ?» Il continua. Sans doute, si Salcède eût été au duc, le duc ne l'eût pas laissé prendre, ou tout au moins ne l'eût pas laissé amener ainsi de Bruxelles à Paris, pieds et poings liés, sans faire au moins en sa faveur une tentative d'enlèvement. Une tentative d'enlèvement, reprit Briquet, c'était bien hasardeux, car enfin, qu'elle réussit ou qu'elle échoua, du moment où elle venait de la part de monsieur de Guise, monsieur de Guise avouait qu'il avait conspiré contre le duc d'Anjou. Monsieur de Guise, reprit sèchement le cavalier, n'eût point été retenu par cette considération, j'en suis sûr, et du moment où il n'a ni réclamé, ni défendu Salcède, c'est que Salcède n'est point à lui. Cependant, excusez si j'insiste, continua Briquet, mais ce n'est pas moi qui invente, il paraît certain que Salcède a parlé. Où cela? Devant les juges? Non, pas devant les juges, monsieur, à la torture. N'est-ce donc pas la même chose? Demanda maître Robert Briquet, d'un air qu'il essayait inutilement de rendre naïf. Non, certes, ce n'est pas la même chose, il s'en faut. D'ailleurs on prétend qu'il a parlé soi, mais on ne répète point ce qu'il a dit. Vous m'excuserez encore, monsieur, reprit Robert Briquet, on le répète et très longuement même. Et qu'a-t-il dit? Voyons, demanda avec impatience le cavalier, parlez, vous qui êtes si bien instruit. Je ne me vante pas d'être bien instruit, monsieur, puisque je cherche au contraire à m'instruire près de vous, répondit Briquet. Voyons, entendons-nous, dit le cavalier avec impatience, vous avez prétendu qu'on répétait les paroles de Salcède, ces paroles, quelles sont-elles? Dites. Je ne puis répondre, monsieur, que ce soit ses propres paroles, dit Robert Briquet qui paraissait prendre plaisir à pousser le cavalier. Illustration, le gascon avait le regard clair et les cheveux jaunes et crépus. Page 10. Mais enfin, quelles sont celles qu'on lui prête? On prétend qu'il a avoué qu'il conspirait pour monsieur de Guise. Contre le roi de France, sans doute? Toujours même chanson. Non pas contre Sa Majesté le roi de France, mais bien contre son Altesse Monseigneur le duc d'Anjou. S'il a avoué cela, Eh bien? Demanda Robert Briquet. Eh bien.
C'est un misérable, dit le cavalier en fronçant le sourcil. Oui, dit tout bas Robert Briquet, mais s'il a fait ce qu'il a avoué, c'est un brave homme. Ah, monsieur, les brodequins, l'estrapade et le coquemard font dire bien des choses aux honnêtes gens. Hélas, vous dites là une grande vérité, monsieur, dit le cavalier en se radoucissant et en poussant un soupir. Bah, interrompit le Gascon qui, en allongeant la tête dans la direction de chaque interlocuteur, avait tout entendu. Bah, brodequin, estrapade, coquemard, belle misère que tout cela. Si ce Salcède a parlé, c'est un coquin, et son patron un autre. Oh! Oh! Fit le cavalier ne pouvant réprimer un soubresaut d'impatience. Vous chantez bien haut, monsieur le Gascon. Moi? Oui, vous. Je chante sur le ton qu'il me plaît, Cap de Biou. Tant pis pour ceux à qui mon chant ne plaît pas. Le cavalier fit un mouvement de colère. Du calme, dit une voix douce en même temps qu'impérative, dont Robert Briquet chercha vainement à reconnaître le propriétaire. Le cavalier parut faire un effort sur lui-même. Cependant il n'eut pas la puissance de se contenir tout à fait. « Et connaissez-vous bien ce dont vous parlez, monsieur ?» demanda-t-il au Gascon. « Si je connais Salcède ? Oui. Pas le moins du monde. Et le duc de Guise ? Pas davantage. Et le duc d'Alençon ? Encore moins. Savez-vous que monsieur de Salcède est un brave ? Tant mieux, il mourra bravement alors. Et que monsieur de Guise, quand il veut conspirer, conspire lui-même ? Cap de Biou, que me fait cela ? Et que monsieur le duc d'Anjou, autrefois monsieur d'Alençon, a fait tuer, ou laissé tuer quiconque s'est intéressé à lui. La Mole ? Coconasse. Bussy et le reste ? Je m'en moque. Comment, vous vous en moquez ? Menneville. Menneville, murmura la même voix. Sans doute, je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, moi, sans Dieu. J'ai affaire à Paris aujourd'hui même, ce matin, et à cause de cet enragé de Salcède, on me ferme les portes au nez. Cap de Biou. Ce Salcède est un bélitre, et encore tous ceux qui avec lui sont cause que les portes sont fermées au lieu d'être ouvertes. Oh! Oh, voici un rude Gascon, murmura Robert Briquet, et nous allons voir sans doute quelque chose de curieux. Mais cette chose curieuse à laquelle s'attendait le bourgeois n'arrivait aucunement. Le cavalier, à qui cette dernière apostrophe avait fait monter le sang au visage, baissa le nez, se tut et avala sa colère. « Au fait, vous avez raison, dit-il. Foin de tous ceux qui nous empêchent d'entrer à Paris. »« Oh ! Oh !» se dit Robert Briquet, qui n'avait perdu ni les nuances du visage du cavalier, ni les deux appels qui avaient été faits à sa patience. « Ah ! Ah ! Il paraît que je verrai une chose plus curieuse encore que celle à laquelle je m'attendais. » Comme il faisait cette réflexion, un son de trompe retentit, et presque aussitôt les Suisses, fendant toute cette foule avec leurs hallebardes, comme s'ils découpaient un gigantesque pâté de mauviettes, séparèrent les groupes en deux morceaux compacts, qui s'allèrent aligner de chaque côté du chemin, en laissant le milieu vide. Dans ce milieu, l'officier dont nous avons parlé, et à la garde duquel la porte paraissait confiée, passa avec son cheval, allant et revenant, puis, après un moment d'examen qui ressemblait à un défi, il ordonna aux trompes de sonner. Ce qui fut exécuté à l'instant même, et fit régner dans toutes les masses un silence, qu'on eût cru impossible après tant d'agitation et de vacarme. Alors le crieur, avec sa tunique fleur-de-lysée, portant sur sa poitrine un écusson aux armes de Paris, s'avança, un papier à la main, et lut de cette voix nasillarde toute particulière au lecteur. Savoir faisons à notre bon peuple de Paris et des environs, que les portes seront closes d'ici à 1 heure de relevée, et que nul ne pénétrera dans la ville avant 7 heures, et cela par la volonté du roi, et par la vigilance de monsieur le prévôt de Paris. Le crieur s'arrêta pour reprendre haleine.
Aussitôt l'assistance profita de cette pause pour témoigner son étonnement et son mécontentement par une longue huée, que le crieur, il faut lui rendre cette justice, soutint ses sourcillers. L'officier fit un signe impératif. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.